Imaginez un gang de voleurs orchestrant le plus grand braquage de banque de l'histoire des États-Unis. L'opération fut menée avec une précision et un professionnalisme remarquables, chaque étape soigneusement planifiée et exécutée avec une intelligence redoutable. Mais comment de tels criminels, aussi méticuleux et organisés, ont-ils pu être arrêtés? Est-il possible que des voleurs aussi ingénieux aient été démasqués à cause d'erreurs insignifiantes? C'est ce que révèle l'histoire d'aujourd'hui. Les événements se sont déroulés à Los Angeles, en Californie, en 1972, plus précisément le lundi 27 mars. Ce matin-là, comme à son habitude, le directeur d'une grande succursale de la United California Bank se rendit à son bureau pour ouvrir la chambre forte. Cependant, lorsqu'il tenta d'en déverrouiller la porte, celle-ci refusa de s'ouvrir. La poignée circulaire, conçue pour actionner les engrenages internes du lourd portail en acier, restait bloquée, peu importe les efforts du directeur. Alertés par la situation, plusieurs employés se regroupèrent devant la chambre forte et tentèrent à leur tour de manipuler la poignée, sans succès. Constatant l'anomalie, la banque contacta immédiatement la société responsable de la maintenance du coffre. Un technicien arriva 20 minutes plus tard et entreprit un examen minutieux du mécanisme de verrouillage afin d'identifier la cause du problème. Pendant plusieurs heures, il analysa le dispositif, vérifia le code secret et inspecta l'ensemble du système, mais tout semblait en parfait état. Aucune anomalie apparente ne justifiait l'impossibilité d'ouvrir la porte. C'est alors qu'il proposa d'examiner l'espace situé au-dessus de la chambre forte. Ce dernier, séparé par un plafond en béton armé, contenait des poutres en bois et divers conduits électriques et de ventilation. Lorsqu'il y accéda, le technicien fit une découverte stupéfiante. Une large ouverture béait dans le plafond du coffre-fort, ainsi qu'une autre dans le toit du bâtiment. Il comprit immédiatement que la banque avait été cambriolée. En descendant à l'intérieur par l'ouverture, il remarqua aussitôt une épaisse couche de poussière recouvrant tout le sol. Le désordre régnait. Les étagères, les sacs et les coffres de sécurité avaient été pillés. En examinant la porte depuis l'intérieur, il découvrit un tournevis coincé entre les engrenages, empêchant son mécanisme de fonctionner. Cette manœuvre visait clairement à retarder la découverte du vol le plus longtemps possible. Une fois l'outil retiré, la porte s'ouvrit immédiatement. Les responsables de la banque alertèrent alors la police. Rapidement, des enquêteurs se rendirent sur place pour inspecter la scène. L'intérieur de la chambre forte était sens dessus dessous, jonché d'objets éparpillés sur le sol, montres, bagues, photos, documents et divers biens appartenant aux propriétaires des coffres-forts. Il était évident que les voleurs avaient ciblé les objets de plus grande valeur, mais laissant derrière eux ceux qu'ils jugeaient moins intéressants. Les enquêteurs comprirent que l'évaluation des pertes prendrait du temps, mais leur priorité était de découvrir comment les malfaiteurs avaient pénétré dans un coffre censé être inviolable. En examinant les gravats sous l'ouverture pratiquée dans le plafond, ils remarquèrent un détail intrigant. La poussière de béton était mélangée à d'autres substances inhabituelles, qui n'étaient pas censées se trouver dans la structure du bâtiment. Parmi elles, une terre noirâtre, probablement des résidus de poudre explosive, ainsi que de larges morceaux de toile de jute déchirée, dispersés à divers endroits. Une question préoccupait particulièrement les enquêteurs. Pourquoi les systèmes d'alarme ne s'étaient-ils pas déclenchés lors de l'intrusion? Pourtant, la chambre forte était équipée de plusieurs dispositifs de sécurité. Le premier système d'alarme de la banque était une grande cloche fixée au mur extérieur du bâtiment. En cas d'intrusion, cette cloche était censée retentir bruyamment. Mais lorsque les enquêteurs examinèrent son boîtier, ils découvrirent qu'il avait été recouvert d'une substance blanche et solide, empêchant tout mouvement du mécanisme et par conséquent, tout déclenchement de l'alarme. De plus, un escabeau métallique fut retrouvé à proximité du mur de la banque, ce qui permit aux enquêteurs de reconstituer précisément la méthode utilisée par les cambrioleurs pour pénétrer dans l'établissement. Tout d'abord, ils avaient forcé le boîtier de l'alarme avant d'y pulvériser une mousse expansive appelée stéréofoam. Cette substance, utilisée dans le bâtiment, passe de l'état liquide
à l'état solide, en quelques instants, bloquant ainsi le marteau de la cloche et la rendant totalement inopérante. Une fois cette première étape franchie, ils installèrent une longue échelle contre le mur de la banque, montèrent sur le toit avec leurs perceuses et outils de découpe et branchèrent leurs équipements à l'alimentation électrique du bâtiment à l'aide d'un long câble d'extension. Le premier obstacle à franchir fut le toit du bâtiment qui n'offrait qu'une résistance modérée. Une fois percés, ils se retrouvèrent dans l'espace restreint, séparant le plafond de la banque du toit blindé de la chambre forte. Mais cette seconde paroi représentait un défi bien plus ardu. Un épais bloc de béton armé, conçu pour résister aux tentatives d'effraction. Avant d'attaquer cette structure, les malfaiteurs durent neutraliser un second système d'alarme, bien plus sophistiqué. Placé juste au-dessus de la chambre forte, ce dispositif silencieux était programmé pour envoyer un signal directement à la police en cas d'intrusion. Ce qui surprit les enquêteurs, c'est que les cambrioleurs connaissaient son existence, alors qu'il était censé être un secret connu seulement de la direction de la banque et des forces de l'ordre. Non seulement ils étaient parfaitement informés, mais ils semblaient également disposer d'un expert en système d'alarme parmi eux. En examinant le boîtier de ce second dispositif, les enquêteurs constatèrent que les fils de transmission avaient été soigneusement sectionnés, puis soudés d'une manière empêchant tout envoi de signal d'alerte. Une technique qui témoignait du niveau exceptionnel de compétence et de préparation de l'équipe. Il ne s'agissait pas d'un simple cambriolage, mais d'une opération exécutée avec une précision remarquable et des compétences pointues dans plusieurs domaines. Une fois l'alarme neutralisée, restait le plus grand défi, percer la chambre forte. Son épaisseur de 40 cm et ses renforts en acier rendaient une découpe traditionnelle presque impossible. Même avec les outils les plus performants, une telle tâche aurait nécessité plusieurs jours, voire des semaines. C'est là qu'intervint l'expert en explosifs du groupe. Les cambrioleurs commencèrent par forer plusieurs petits trous à l'aide de leurs perceuses. Dans ces ouvertures, ils insérèrent des bâtons de dynamite. Cependant, une explosion classique aurait pu être fatale pour eux et aurait attiré l'attention du voisinage. Pour pallier ce problème, ils avaient prévu une solution ingénieuse. Ils avaient apporté avec eux une grande quantité de sacs de jute remplis de sable. Ces sacs furent soigneusement empilés au-dessus des charges explosives, de manière à canaliser la force de la détonation vers le bas. L'explosion frappa alors directement la structure en béton, sans provoquer de bruit excessif à l'extérieur. Malgré la réussite du dynamitage, les renforts métalliques à l'intérieur du béton restaient intacts. Mais là encore, les voleurs avaient anticipé ce problème. Ils étaient équipés d'un chalumeau fonctionnant à l'acétylène, un outil utilisé par les ferronniers pour découper l'acier. Grâce à cet équipement, ils purent sectionner méthodiquement les armatures métalliques et dégager un passage. Chaque détail du plan avait été minutieusement pensé. Chaque outil, chaque technique utilisée témoignait d'un niveau de préparation hors norme. Devant une telle démonstration de professionnalisme, les enquêteurs restèrent stupéfaits. Désormais, leur priorité était de trouver la moindre trace laissée par les cambrioleurs. Mais une équipe capable de mener une opération aussi méticuleuse ne pouvait pas avoir commis d'erreurs grossières. Comme prévu, après plusieurs fouilles approfondies, aucune empreinte digitale ni aucun ADN ne furent retrouvés. Seul un gant abandonné sur les lieux constituait la seule preuve tangible de leur passage. Il semblait que le gant retrouvé appartenait à l'un des cambrioleurs. De plus, les enquêteurs mirent la main sur une tête de forêt appartenant à une perceuse. Mais ni l'un ni l'autre ne portaient de traces exploitables ou d'indices pouvant les aider à avancer. L'étape suivante consistait à évaluer l'ampleur du vol. Selon les déclarations de la banque, environ 50 000 $ en liquide avaient disparu de la chambre forte. Cependant, cette somme était dérisoire par rapport aux objets de valeur contenus dans les coffres-forts individuels. Les enquêteurs constatèrent que ces coffres avaient été forcés un à un. Et comme le cambriolage avait eu lieu durant le week-end, les voleurs avaient eu tout le temps nécessaire pour les ouvrir, examiner leur contenu et sélectionner méthodiquement les objets les plus précieux.
Ils prirent ce qui avait de la valeur et laissèrent de côté tout ce qui ne les intéressait pas, comme des documents personnels ou des photos, des choses qui comptaient sans doute énormément pour leurs propriétaires, mais qui n'avaient aucun intérêt pour des criminels en quête d'argent et de bijoux. Le problème, c'est que la banque elle-même ignorait ce que contenaient ces coffres. Seuls leurs propriétaires savaient ce qu'ils y avaient stocké. La police dut donc interroger chaque client concerné pour estimer l'ampleur des pertes. Ces coffres regorgeaient de bijoux, de montres de luxe, de titres financiers et même de grosses sommes en liquide. Après avoir recueilli les témoignages de dizaines de victimes, les enquêteurs arrivèrent à une estimation choquante. La valeur totale des objets dérobés s'élevait à 8 millions de dollars. Ce chiffre faisait de ce cambriolage le plus important de l'histoire des États-Unis à l'époque. Depuis, des vols plus spectaculaires ont eu lieu, mais à ce moment-là, il s'agissait du plus grand braquage de banque jamais enregistré. Les enquêteurs se retrouvèrent donc face à un véritable casse-tête. La plus grande opération de vol de banque de l'histoire du pays, sans aucune piste exploitable. Pas d'empreinte, pas d'ADN, aucun témoin. Il fallait trouver un angle d'attaque. La première idée fut d'enquêter sur l'origine des outils utilisés par les voleurs. Grâce à l'analyse de la scène du crime, ils savaient exactement quels équipements avaient été employés. Des perceuses industrielles, des câbles électriques, des sacs de sable, des explosifs et des chalumeaux. Ils décidèrent alors d'interroger les commerçants des environs qui vendaient ce type de matériel, espérant qu'une vente suspecte puisse leur mettre la puce à l'oreille. Mais cette piste ne donna rien. Aucune transaction inhabituelle, aucun achat étrange ne fut signalé. Les enquêteurs se retrouvèrent à nouveau dans une impasse. À ce stade, tout indiquait que les criminels avaient exécuté le vol parfait, une opération si minutieusement planifiée qu'elle semblait impossible à résoudre. C'est alors que l'affaire fut transférée au FBI. Et lorsque le FBI prend en charge une enquête, cela signifie que les coupables ont du souci à se faire. Dès qu'ils furent mis au courant des détails du cambriolage, les agents fédéraux comprirent immédiatement qu'ils avaient affaire à des professionnels aguerris. Mais ce qui les intriguait, c'était qu'une telle opération n'avait jamais été observée auparavant à Los Angeles. Cela signifiait une chose. Ces voleurs ne venaient probablement pas de la ville. Le FBI de Los Angeles prit alors contact avec ses bureaux à travers tout le pays. Une note détaillant le modus operandi du cambriolage fut envoyée à toutes les antennes fédérales, leur demandant si des affaires similaires avaient déjà été recensées ailleurs aux États-Unis. La réponse ne tarda pas. Le bureau du FBI de l'Ohio signala qu'il enquêtait actuellement sur 13 cambriolages présentant des similitudes frappantes avec celui de Los Angeles. Lorsque les enquêteurs du bureau du FBI de l'Ohio entendirent parler du cambriolage de Los Angeles, certains détails leur semblèrent immédiatement familiers. L'utilisation de mousse de polystyrène liquide pour neutraliser l'alarme, l'entrée par le toit, le contournement du système de sécurité silencieux et l'usage d'explosifs. Tout cela ressemble étrangement aux méthodes employées dans une série de braquages sur lesquels ils enquêtaient déjà dans l'Ohio. Le FBI de l'Ohio était convaincu que ces vols étaient l'œuvre d'un vaste réseau criminel lié à la mafia et basé dans la ville de Youngstown en Ohio. Cela confirmait les soupçons des enquêteurs de Los Angeles. Les auteurs du cambriolage étaient bel et bien des professionnels aguerris dans ce domaine. Le bureau du FBI de l'Ohio disposait déjà d'une liste de près de 100 individus affiliés à cette organisation criminelle. Cette bande était très structurée, divisée en plusieurs équipes spécialisées. Chaque groupe exécutait des tâches bien précises, mais tous collaboraient et partageaient leur expertise selon les besoins de chaque mission. Certains étaient experts en forage, d'autres en électricité, en soudure, en système de sécurité ou encore en explosifs. À chaque braquage, une équipe sur mesure était constituée en fonction des compétences requises. Mais alors, si le FBI de l'Ohio possédait déjà tant d'informations sur ce réseau criminel, pourquoi ne les avait-il pas encore arrêtés? La réponse était simple. Ils n'avaient aucune preuve irréfutable. Leur enquête reposait principalement sur du renseignement et de la surveillance. Mais il leur manquait des éléments concrets pour inculper ces criminels. Malgré cela,
Les enquêteurs de l'Ohio étaient persuadés que les auteurs du braquage de Los Angeles faisaient partie de cette organisation. Ils envoyèrent donc à leurs collègues californiens une liste contenant les noms et photos des membres de cette bande. Étant donné que la base de cette organisation se trouvait en Ohio, il était très probable que les braqueurs aient pris l'avion pour se rendre à Los Angeles, car parcourir plus de 3500 km en voiture aurait été trop risqué et trop long. La tâche suivante des enquêteurs fut donc de comparer la liste des suspects avec les registres des passagers ayant voyagé entre l'Ohio et Los Angeles dans la période précédant le cambriolage. Mais en 1972, il n'existait pas encore de base de données informatisée. Cela signifiait qu'ils devaient éplucher ces listes manuellement, une tâche fastidieuse et chronophage. Malgré tout, après un travail acharné, ils finirent par identifier 6 suspects qui avaient atterri à Los Angeles peu avant le braquage. Voici les 6 individus en question. 1. Amil Dincio, identifié comme le chef et cerveau du groupe. C'est lui qui recrutait les membres de l'équipe et organisait les opérations. Il avait même fait appel à des proches pour ce coup. 2. James Dincio, son frère aîné. 3. Charles Mulligan, son beau-frère et mari de sa sœur. Ces deux-là n'avaient pas de compétences techniques particulières et étaient sans doute chargés des tâches physiques. 4. Philippe Christophe, un expert en surveillance et reconnaissance. Il était probablement chargé d'assurer que personne ne les surprenne durant le braquage, surtout qu'ils avaient pénétré dans la chambre forte plusieurs fois sur tout le week-end. 5. Charles Brocklehurst, un élément clé de l'équipe. Spécialiste en électronique et explosifs, c'était lui qui avait neutralisé les alarmes et installé les charges explosives. 6. Harry Barber, le neveu d'Amil Dincio, également affecté aux tâches physiques. Ces 6 hommes étaient arrivés à Los Angeles peu avant le vol, ce qui en faisait les principaux suspects de l'affaire. Mais un autre problème se posait. Les enquêteurs n'avaient aucune idée d'où ils se trouvaient dans la ville. Leur seule piste fut d'aller interroger les chauffeurs de taxi opérant à l'aéroport au moment où les suspects étaient arrivés. L'hypothèse était que ces criminels avaient probablement pris un taxi pour rejoindre leur planque. Cette enquête nécessita des jours de travail intensif. Les agents interrogèrent des dizaines de chauffeurs, mais leur patience finit par payer. L'un d'eux reconnut 5 des hommes sur les photos que les policiers lui montrèrent. Le chauffeur de taxi se souvenait très bien de ce trajet car les passagers lui avaient laissé un pourboire de $100, une somme très généreuse. De plus, il a précisé que leur apparence n'inspirait pas confiance. Ils avaient clairement l'air de criminels. Les enquêteurs ont alors récupéré l'adresse où le chauffeur de taxi les avait déposés. Il s'agissait d'une maison située dans une banlieue de la ville. Ils craignaient que si les suspects apprenaient que le FBI était à leur poursuite, ils disparaîtraient rapidement. Mais ils n'avaient pas d'autre choix que de suivre cette piste. Une fois sur place, ils ont frappé à la porte et un homme leur a ouvert. Après s'être identifiés et avoir posé quelques questions, ils ont appris que la maison appartenait à la famille Barber et que l'homme en face d'eux s'appelait Ronald Barber, le frère cadet de Harry Barber, suspect numéro 6. Les enquêteurs n'avaient ni mandat de perquisition, ni preuves suffisantes pour arrêter qui que ce soit. Ils ont donc demandé à Ronald Barber s'il acceptait de répondre à quelques questions, ce qu'il a accepté. Cependant, ses réponses étaient vagues et évasives. Il répétait souvent qu'il ne savait rien. Lorsqu'on lui a demandé si les 6 suspects étaient venus chez lui, il a reconnu leur présence, mais a précisé qu'ils n'étaient pas restés longtemps. Chacun d'eux serait reparti rapidement pour s'occuper de ses affaires. Interrogé sur la nature de ses affaires, il a simplement répondu qu'il n'en savait rien. Après cet entretien, les enquêteurs ont quitté la maison en le remerciant, bien qu'ils soient convaincus qu'il mentait. Mais il semblait dire la vérité sur un point. Les 6 suspects ne s'étaient pas installés dans cette maison. Il était donc fort probable qu'ils aient séjourné dans un hôtel, voire dans plusieurs hôtels différents, pour éviter d'attirer l'attention. Les enquêteurs ont commencé par vérifier les hôtels situés à proximité de la banque, mais leurs recherches n'ont rien donné, jusqu'à ce que l'un d'eux adopte une approche différente.
et si les criminels n'avaient pas séjourné dans des hôtels de luxe, mais plutôt dans des établissements modestes pour passer inaperçus. Il a alors commencé à visiter des motels et des auberges bon marché, généralement fréquentés par les routiers. Finalement, il a obtenu un résultat. En montrant les photos des suspects au réceptionniste d'un petit motel, celui-ci a immédiatement reconnu Emile Denzio, le chef de la bande, ainsi que son beau-frère Charles Mulligan. Il a confirmé qu'ils avaient séjourné là-bas, et après vérification, cela correspondait exactement à la période du braquage. L'enquêteur a ensuite demandé à voir les formulaires d'enregistrement des clients. En les examinant, il a remarqué que sur celui rempli par Emile Denzio, un numéro de plaque d'immatriculation était inscrit. Une vérification a révélé qu'elle appartenait à Ronald Barber, l'homme interrogé plus tôt. Ronald Barber a donc été ajouté à la liste des suspects sous le numéro 7. Désormais, le FBI était presque certain que ces 7 individus étaient bien les auteurs du braquage. Mais il leur manquait encore une preuve irréfutable pouvant être utilisée devant un tribunal. Jusque-là, ils ne disposaient que de preuves circonstancielles. Il leur fallait un nouvel indice. C'est alors qu'ils ont eu une idée cruciale. Demander aux services de télécommunications de leur fournir les relevés des appels passés depuis le téléphone de la chambre d'hôtel où les suspects avaient séjourné. Les enquêteurs étaient sceptiques. Ils pensaient que les criminels, en particulier leur chef Émile, étaient trop prudents pour utiliser un téléphone fixe pouvant être retracé. Mais apparemment, Émile ne s'attendait pas à ce que les enquêteurs remontent jusqu'à leur hôtel. Effectivement, Emile Denzio avait utilisé le téléphone de la chambre à plusieurs reprises. Pourquoi n'avait-il pas utilisé un téléphone portable? Tout simplement parce qu'en 1972, les téléphones portables n'existaient pas encore. En examinant la liste des appels, un numéro attirait l'attention des enquêteurs. Un numéro local de Los Angeles, appelé à plusieurs reprises. En le retraçant, ils ont découvert qu'il appartenait à un certain Earl Dawson. En menant des recherches sur lui, ils ont appris qu'il était un ancien militaire des forces spéciales et un expert en explosifs. Sachant que les braqueurs avaient utilisé des explosifs lors de leur opération, les enquêteurs ont immédiatement soupçonné qu'ils pouvaient être impliqués. Après tout, même si Charles Brockels, un des suspects, était spécialiste en explosifs, il était possible que Earl Dawson soit celui qui leur avait fourni le matériel. Cependant, en fouillant davantage son passé, ils ont trouvé peu d'éléments suspects. Son casier judiciaire était vierge, il menait une vie stable et semblait être un homme patriote et respectable. Son implication dans cette affaire restait donc incertaine. Les enquêteurs décidèrent de se rendre directement chez Earl Dawson pour l'affronter sur le sujet. Lorsqu'ils frappèrent à la porte, il les accueillit et accepta de leur parler. Une fois installés, ils lui montrèrent les photos et les noms des suspects, lui demandant quel lien il entretenait avec eux. Au début, Dawson hésita à parler. Les enquêteurs savaient qu'il avait servi dans l'armée et les forces spéciales. Alors l'un d'eux, ancien officier des forces spéciales lui-même, tenta de le convaincre en faisant appel à son sens du patriotisme et à son passé militaire. Cela sembla toucher Dawson, qui finit par parler. Dawson demanda alors aux enquêteurs pourquoi ils s'intéressaient à ces personnes. L'un des agents lui répondit « Tu as entendu parler du grand braquage de banque qui a eu lieu il y a quelques semaines? C'est de cela qu'il s'agit. » Dawson prit alors les photos des suspects, en désigna 3 et déclara les connaître. Il s'agissait d'Emile Denzio, de son frère James Denzio et de leur complice Charles Mulligan. Il précisa qu'il connaissait particulièrement bien Mulligan, car ils avaient été amis lorsqu'ils vivaient dans l'Ohio, plus précisément à Youngstown, la ville d'origine du gang. Dawson décida alors de tout révéler aux enquêteurs. Il leur expliqua que la veille du vol, Charles Mulligan était venu chez lui accompagné de 6 autres personnes, précisément celles figurant sur les photos. Mulligan lui avait alors offert $100 pour quitter la maison et leur laisser l'endroit afin qu'ils puissent tenir une réunion privée. Dawson accepta, prit l'argent et quitta la maison sans savoir de quoi ils allaient discuter. Mais ce qui surprit encore plus les enquêteurs, c'est lorsque Dawson leur annonça qu'il avait quelque chose d'important à leur montrer. Intrigués,
Ils lui demandèrent de quoi il s'agissait. Il leur expliqua que Mulligan avait laissé une voiture dans son garage et qu'elle était toujours là. Les enquêteurs furent ravis d'entendre cela, pensant enfin avoir trouvé une preuve matérielle dans cette affaire. Cependant, avant qu'il ne puisse se lever pour aller inspecter le véhicule, le téléphone sonna soudainement. Dawson alla répondre et entendit la voix de Mulligan à l'autre bout du fil. Immédiatement, il fit des signes aux enquêteurs pour leur faire comprendre qui était en ligne. Ils comprirent rapidement la situation et Dawson leur indiqua discrètement qu'il y avait un deuxième téléphone dans la chambre. L'un des agents se précipita alors dans la pièce et décrocha l'autre combiné, écoutant attentivement la conversation, tout en prenant soin de ne pas faire de bruit pour ne pas éveiller les soupçons de Mulligan. Mulligan demanda à Dawson s'il avait été contacté par des agents du FBI ou s'il avait eu affaire à eux. Dawson, suivant les instructions des enquêteurs, répondit calmement que non, que personne du FBI ne l'avait approché. À ce moment-là, l'agent qui écoutait sut sans aucun doute que Dawson était désormais de leur côté et qu'il allait collaborer avec eux. Mulligan expliqua qu'il commençait à être inquiet, car les agents fédéraux posaient des questions sur lui et ses complices et semblaient suivre leurs traces. Il demanda alors à Dawson de l'informer immédiatement si jamais le FBI le contactait ou tentait de l'interroger. Dawson le rassura en lui promettant de ne rien dire et de l'avertir en cas de problème. Mulligan ajouta ensuite qu'il voulait venir le voir ce soir-là et peut-être récupérer la voiture qu'il avait laissée dans son garage. En entendant cela, l'agent qui écoutait la conversation sentit un danger potentiel. Il craignait que Mulligan ne tende un piège à Dawson, qu'il cherche peut-être à le kidnapper ou même à l'éliminer. Il se demanda aussi si Mulligan n'était pas déjà en train de surveiller la maison et s'il avait repéré leur véhicule stationné à l'extérieur. Peut-être que tout cela était un test pour voir si Dawson était fiable. L'agent, agissant rapidement, écrivit sur un bout de papier « Rencontrez-le dans un endroit public », puis le tendit discrètement à Dawson pendant qu'il parlait toujours au téléphone. Dawson lut le message et dit à Mulligan qu'il préférait le retrouver dans son restaurant préféré, un établissement appelé Walnut Room, lui donnant l'adresse exacte. Mulligan accepta l'endroit et raccrocha. Après l'appel, les enquêteurs demandèrent à Dawson de les conduire au garage. Sur place, ils trouvèrent la voiture laissée par Mulligan. Ils ne pouvaient cependant pas l'ouvrir ou la fouiller sans mandat, sous peine que toute preuve trouvée à l'intérieur devienne irrecevable en justice. Mais à travers les vitres, ils purent distinguer une paire de gants noirs, ressemblant fortement à se retrouver dans la chambre forte de la banque. Cela leur donna une raison suffisante pour obtenir rapidement un mandat de perquisition, ainsi qu'un mandat d'arrestation pour Charles Mulligan. Le plan était désormais clair. Ils allaient arrêter Mulligan lors de sa rencontre avec Dawson au Walnut Room. Le soir venu, Dawson se rendit au restaurant comme prévu. Les agents du FBI, vêtus en civil, s'étaient déjà infiltrés dans l'établissement, se mêlant aux autres clients tout en surveillant discrètement la situation. 4 agents se trouvaient à l'intérieur, tandis que 2 autres attendaient à l'extérieur, prêts à intervenir en cas de problème. Leur priorité absolue était la sécurité de Dawson. Ils lui avaient donné une consigne claire. S'il avait besoin d'aide, il devait prétexter une visite aux toilettes, où un agent le suivrait discrètement pour recueillir des informations. De même, si les agents avaient quelque chose à lui transmettre, ils devaient faire de même et l'attendre aux toilettes. Tout était en place, et après environ 1 heure d'attente, Charles Mulligan arriva au restaurant. Il se dirigea directement vers Dawson, lui serra la main et s'assit à sa table. Ils commencèrent à discuter. Pendant leur conversation, Dawson aborda le sujet du braquage avec une apparente désinvolture et demanda à Mulligan en plaisantant s'il avait joué un rôle dans ce grand vol. Mulligan, en souriant, répondit « Qu'est-ce que tu en penses? Réfléchis bien. » La discussion continua, mais les agents avaient du mal à entendre ce qu'il disait précisément. Un des enquêteurs se leva et se dirigea vers les toilettes, ce qui fit comprendre à Dawson que c'était un signal pour le suivre. Il demanda alors la permission à Mulligan et lui dit qu'il allait aux toilettes et qu'il reviendrait bientôt.
Dans les toilettes, l'enquêteur aborda Dawson et lui demanda une mise à jour sur sa conversation avec Mulligan, expliquant qu'il ne pouvait pas entendre clairement depuis leur position. Dawson répondit qu'il n'avait parlé de rien d'important, seulement du vol, mais sans que cela ne soit dit explicitement. Il ajouta que Mulligan semblait pressé et voulait partir pour récupérer sa voiture dans le garage de la maison. L'enquêteur lui dit « Très bien, sors avec lui du restaurant, mais surtout, ne monte pas dans sa voiture et ne le laisse pas t'emmener dans un endroit isolé. Nous vous suivrons à une distance raisonnable. » Ce que l'enquêteur ne révéla pas à Dawson, c'est qu'ils allaient arrêter Mulligan dès qu'il sortirait du restaurant. Effectivement, Dawson retourna à table et dit à Mulligan « Allons à la maison récupérer ta voiture. » Ils quittèrent ensemble le restaurant et commencèrent à marcher dans la rue en direction de la maison. À ce moment-là, les agents du FBI et les enquêteurs les encerclèrent rapidement et arrêtèrent immédiatement Mulligan. Pour protéger l'identité de Dawson en tant qu'informateur, ils l'arrêtèrent également. Mulligan ne résista pas à son arrestation, mais lorsqu'on tenta de lui parler, il refusa de répondre à la moindre question. Les enquêteurs le placèrent en détention et se concentrèrent ensuite sur la voiture qu'il avait laissée dans le garage de Dawson. En fouillant le véhicule, ils découvrirent une grosse perceuse, plusieurs outils de perçage, des marteaux et d'autres équipements. Ils étaient presque certains que ces outils avaient été utilisés lors du vol. Les enquêteurs répertorièrent tous les objets trouvés et les envoyèrent au laboratoire d'analyse. Ils étaient convaincus d'avoir mis la main sur un trésor de preuves. Bien sûr, ces analyses prendraient plusieurs jours, le temps que les experts les examinent minutieusement. Pendant ce temps, les enquêteurs décidèrent d'explorer d'autres pistes. Ils se rappelèrent des relevés d'appels extraits du téléphone de la chambre d'hôtel, ceux-là même qui les avaient menés à Dawson. L'un des numéros figurant dans ces relevés appartenait à une agence immobilière. Les enquêteurs contactèrent cette agence et demandèrent des informations sur les membres du gang. Une responsable de l'agence leur expliqua qu'elle avait loué un appartement à Ronald Barber quelques semaines avant le vol. Ce dernier, membre du gang, était déjà à Los Angeles et n'était pas venu de l'extérieur. Il avait loué cet appartement avant l'arrivée des autres membres du gang. L'appartement en question se trouvait dans la même rue que la banque cambriolée. Ronald Barber avait déclaré à l'agence qu'il prévoyait d'y rester 3 mois, mais il l'avait quitté après seulement 3 semaines. Lorsque les enquêteurs vérifièrent la date exacte de leur départ, ils se rendirent compte que cela correspondait précisément au jour où le vol avait été découvert. Dès que leur opération fut terminée et que le vol fut dévoilé, ils quittèrent l'appartement. Les enquêteurs se rendirent immédiatement sur place pour chercher d'éventuels indices laissés par les criminels. Cependant, ils savaient que les membres du gang étaient méticuleux et ne laissaient jamais de traces derrière eux. Effectivement, l'appartement semblait propre et les surfaces avaient manifestement été nettoyées avec des produits chimiques. Mais un détail attira leur attention. En ouvrant le lave-vaisselle, ils trouvèrent de la vaisselle sale. Aucun des membres du gang n'avait pris la peine de lancer un cycle de lavage. Étant donné que la vaisselle était cachée à l'intérieur, ils ne l'avaient pas remarqué avant de partir. Ce fut une véritable aubaine pour les enquêteurs, qui purent extraire des empreintes digitales sur les assiettes et les verres usagés. Celles-ci furent envoyées au laboratoire. Lors de l'analyse, les techniciens constatèrent qu'elles correspondaient aux empreintes relevées sur les outils trouvés dans la voiture de Mulligan. Ils purent ainsi établir un lien direct entre 5 des 7 suspects. De plus, les experts en outils purent comparer un des marteaux retrouvés dans la voiture de Mulligan avec les marques laissées sur les coffres de la banque. Ils confirmèrent que ce marteau faisait partie des outils utilisés pour fracturer les compartiments de sécurité à l'intérieur du coffre-fort. Bien que ces preuves restent circonstancielles, elles étaient suffisantes pour procéder à l'arrestation des suspects et entamer leurs interrogatoires. L'un d'entre eux, Charles Mulligan, était déjà en détention. Il restait donc 6 autres membres à arrêter et des preuves plus solides à recueillir pour les incriminer totalement.
L'affaire reposait toujours principalement sur le témoignage d'Earl Dawson, qui avait assisté à la réunion chez lui et dont le garage avait abrité la voiture de Mulligan. Mais avec l'arrestation de ce dernier et la découverte des preuves par le FBI, le gang comprit rapidement que les enquêteurs étaient sur leurs traces et que Dawson collaborait avec eux. Dawson commença alors à recevoir des appels de menaces. On lui ordonnait de se taire et de ne pas parler. Il ignorait qui étaient exactement les personnes derrière ces menaces. Mais l'un des appelants insistait pour le rencontrer en personne afin de discuter du problème. Les enquêteurs du FBI comprirent immédiatement que le but de cette rencontre n'était pas une simple conversation. Ils savaient que le gang comptait probablement se débarrasser de Dawson et de son témoignage. Très vite, des sources proches de la mafia informèrent les enquêteurs que des tueurs à gages avaient été engagés pour éliminer Dawson. En effet, bien que le gang responsable du cambriolage soit un groupe restreint de 7 personnes, il faisait partie d'une organisation criminelle plus vaste, directement liée à la mafia. Et ce type d'organisation ne montrait aucune pitié envers les informateurs ou les témoins coopérant avec la police. Il les éliminait sans hésitation. Le FBI savait donc que cette rencontre avait pour objectif de tuer Dawson. Il devait être protégé à tout prix, car il était leur témoin principal. Les enquêteurs lui donnèrent des instructions précises. Organiser la rencontre avec l'appelant dans le même restaurant où il avait vu Mulligan précédemment. Cependant, ils ne révélèrent pas à Dawson que le gang prévoyait de l'éliminer. Ils voulaient confronter les tueurs à gages et envoyer un message clair au gang. Le FBI les surveillait de près. Les agents seraient présents dans le restaurant, observant tout de près. Ils étaient convaincus de pouvoir protéger Dawson, d'autant plus qu'ils savaient que les tueurs ne passeraient pas à l'acte dans un lieu public. Ils tenteraient forcément de le conduire dans un endroit isolé. Dawson reçut alors une consigne stricte, ne jamais les suivre hors du restaurant, quoi qu'il arrive. Comme la dernière fois, s'il devait communiquer avec les enquêteurs, il devait se rendre aux toilettes. Peu de temps après, les tueurs à gages arrivèrent. Ils étaient 2 et se dirigèrent immédiatement vers Dawson, sous l'œil attentif des enquêteurs, qui observaient la scène de près. Les 2 individus ont commencé à servir à Dawson des boissons alcoolisées fortes, et il était évident qu'ils voulaient l'enivrer. Lorsque les enquêteurs ont remarqué que Dawson commençait à paniquer et à se sentir mal à l'aise, l'un d'eux s'est levé pour aller aux toilettes. C'était le signal pour que Dawson le suive. Il a donc demandé la permission aux 2 hommes avec qui il était et est allé aux toilettes, où il a rencontré l'enquêteur. Avec une grande nervosité, il lui a confié que ces 2 individus voulaient l'emmener quelque part. L'enquêteur l'a rassuré en lui disant « Ne t'inquiète pas, nous ne les laisserons pas t'emmener nulle part. Reste ici, nous allons nous en occuper. » L'enquêteur est alors sorti des toilettes accompagné de ses collègues et ils ont confronté les 2 hommes en leur disant « Nous savons pourquoi vous êtes ici et quel est votre objectif. Il est maintenant temps pour vous de partir. » Cette confrontation directe a laissé les 2 hommes sans réponse. Sans dire un mot, ils se sont levés et ont quitté le restaurant. Ce fut un message clair et direct adressé au gang. Dawson était sous la protection du FBI et ils ne pourraient pas l'atteindre, peu importe leur tentative. Cependant, cela n'était pas suffisant. Pour assurer sa sécurité, Dawson a été placé dans le programme fédéral de protection des témoins. Ce programme a pour mission de protéger les témoins menacés par des criminels ou des gangs contre lesquels ils ont témoigné. Le gouvernement fédéral attribue aux témoins une nouvelle identité, modifie leurs documents officiels et les reloge dans une autre ville, loin de leur ancien environnement, leur offrant ainsi une nouvelle vie. Grâce à ce programme, les criminels qui veulent se retourner contre leur propre gang trouvent le courage de témoigner, sachant qu'ils seront protégés contre toute tentative de représailles ou d'assassinat. Harold Dawson a donc été placé sous protection, devenant ainsi le témoin clé de l'affaire. L'étape suivante pour le FBI était d'arrêter les autres membres suspects du gang. Avec toutes les preuves qu'ils avaient rassemblées, ils ont obtenu des mandats de perquisition et d'arrestation. Ils ont commencé par rechercher les derniers endroits où ces criminels avaient vécu.
Tous leurs repères se trouvaient dans l'État de l'Ohio, plus précisément dans la ville de Youngstown. Le FBI a alors mené des perquisitions dans ces résidences. Pendant cette opération, ils ont reçu des informations de leurs informateurs infiltrés dans le gang. Ces derniers leur ont révélé que les voleurs enterraient souvent l'argent volé sous terre et le laissaient caché pendant des années, jusqu'à ce que les enquêtes se calment, avant de le récupérer pour le blanchir. Les enquêteurs ont alors fouillé un vaste terrain appartenant à James Denzio, le frère aîné du chef du gang, Emil Denzio. Ils soupçonnaient fortement que les butins y étaient enfouis. Ils ont donc commencé les fouilles, utilisant des excavateurs et des pelleteuses. Après plus d'une semaine de recherche intensive, ils ont enfin trouvé ce qu'ils cherchaient. Des coffres noirs enterrés sous terre. À l'intérieur, ils ont découvert des millions de dollars en espèces et en obligations financières. Ces coffres ne contenaient pas seulement l'argent volé lors du braquage de la Banque de Los Angeles, mais également celui de leur précédent cambriolage. Cela a été confirmé par les numéros de série figurant sur les billets retrouvés. En effet, ce gang opérait depuis longtemps et avant le vol de la Banque de Los Angeles, ils avaient déjà cambriolé environ 13 banques dans l'Ohio. En une seule opération, les enquêteurs ont ainsi mis la main sur l'essentiel des butins accumulés au fil des années. Mieux encore, des empreintes digitales ont été retrouvées sur ces coffres. À ce stade, le FBI disposait de preuves irréfutables pour inculper les criminels. Après 3 mois d'enquête intense, ils ont réussi à arrêter les 7 suspects. Quant à Emil Denzio, lorsqu'ils sont arrivés chez lui, ils l'ont trouvé assis tranquillement comme si de rien n'était. Il n'a ni tenté de fuir, ni de se cacher, bien qu'il savait pertinemment qu'il était recherché. Selon l'un des enquêteurs, cela reflétait sa personnalité arrogante et sûre d'elle, convaincu qu'il était au-dessus des lois et qu'il pouvait tout contrôler à sa guise. Emil Denzio a été arrêté sans difficulté. Les autres membres du gang, en revanche, ont tenté de s'enfuir. James Denzio, le frère d'Emil, a été appréhendé à l'aéroport alors qu'il tentait de fuir avec une valise remplie d'argent volé. Philip Christopher, un autre membre du gang, a également été arrêté. Et les enquêteurs ont retrouvé plus de 30 000 $ volés dans son appartement. À ce stade, 4 d'entre eux avaient été arrêtés. Cependant, ils ont tous nié leur implication et refusé de coopérer avec les enquêteurs. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient bientôt être trahis. Quelques semaines plus tard, la police a mis la main sur Charles Brockels, l'expert en électronique et explosifs du groupe. Les enquêteurs ont exercé une forte pression sur lui, lui montrant toutes les preuves qu'ils avaient et lui expliquant qu'il risquait une longue peine de prison. Sous cette pression, Charles Brockels a accepté de témoigner contre ses complices en échange d'une immunité totale. Il a également été placé dans le programme de protection des témoins afin d'échapper à d'éventuelles représailles du gang. Grâce à son témoignage, le dossier contre le gang était désormais complet. À ce stade, 5 des 7 criminels étaient sous les verrous. Les 2 derniers, les frères Harry et Ronald Barber, étaient toujours en fuite. Lorsque la police s'est rendue à leur domicile, leur mère a déclaré qu'elle ne les avait pas vus depuis longtemps. Il était évident qu'ils avaient pris la fuite et disparu. Malgré cela, le procès a eu lieu et les membres arrêtés ont été condamnés à des peines allant de 15 à 20 ans de prison. Ces peines relativement légères s'expliquent par le fait que leurs crimes n'impliquaient aucune violence et que la majorité des fonds volés avaient été récupérés. Quant au dernier membre du gang, Harry Barber, il est resté en cavale pendant 8 ans. Son frère, Ronald, a refusé de révéler sa cachette. Cependant, après plusieurs mois de recherche, le FBI a reçu des informations indiquant que les frères vivaient dans un appartement à New York. Lorsque la police a frappé à la porte, c'est Ronald Barber qui a ouvert. Il a été immédiatement arrêté et transféré à Los Angeles. Ainsi, tous les membres du gang ont été capturés, sauf Harry Barber, qui pendant 8 longues années a réussi à échapper à la justice. Une femme de Pennsylvanie a contacté le FBI pour leur signaler que l'une de ses amies vivait avec un homme qui prétendait avoir commis un braquage célèbre aux États-Unis et que son véritable nom était Harry Barber.
Elle a également précisé que cet homme semblait vouloir mener une vie honnête et qu'il travaillait actuellement dans l'entretien des bâtiments et des maisons. Les agents du FBI se sont immédiatement mis en action et ont retrouvé cet homme, qui s'est avéré être Harry Barber, recherché depuis 8 ans. Il a été arrêté et condamné à 20 ans de prison. Ainsi, le FBI a finalement réussi à clore cette affaire.